Moi, j'ai beaucoup appris de choses en lisant des livres, en lisant des romans. Lire des romans, ça permet de se mettre à la place. En fait, on vit les émotions d'autres gens. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Je crois que la littérature, ça permet de parler du présent d'une façon plus ambiguë que ce qu'on trouve quand on ouvre le journal ou quand on écoute un débat politique, etc. Où en fait, tout le monde affirme. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on nuance. Et j'aime bien qu'on puisse pas juger. D'abord, d'y croire. En fait, c'est la seule solution pour finir un livre. Et le deuxième conseil, c'est de finir le livre. Quand on commence, il faut finir. Et c'est très dur, mais en fait, un livre, il n'existe pas tant qu'il n'est pas terminé. Non seulement il n'existe pas tant qu'il n'est pas terminé, mais il n'existe pas tant qu'on l'a pas fait lire. Donc il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de son idée. Et même si on n'est pas sûr de soi, c'est pas grave, il faut le faire lire. Ils sont coincés dans des ambiguïtés. Et je trouve que être humain, c'est ça. Et que quand on reconnaît que tout le monde est ambigu, on commence par soi-même, en fait, on est moins méchant quand on juge les autres. Bah oui, on pardonne plus facilement. Bienvenue sur 4e de couverture. Aujourd'hui, je suis avec Fanny Tayandi. Bonjour Fanny. Bonjour. Fanny, vous êtes agrégée de lettres, enseignante, et vous collaborez avec plusieurs magazines et médias, dont Livre Hebdo et Mouvement. Vous avez publié votre premier roman en 2013, Confession du monstre, qui revisite un peu de manière inhabituelle le thème du serial killer et qui vous a permis d'obtenir le prix littéraire des grandes écoles en 2014. Depuis, 3 autres romans et récits, 5 il me semble, se sont ajoutés à votre bibliographie, si on ne compte pas bien sûr les multiples articles et textes courts avec la poignée d'ouvrages collectifs et puis les collaborations que vous avez à votre palmarès. Vous avez également eu d'autres prix, dont le prix Révélation de la Société des gens de lettres, le prix Fainéant et le prix Virilo. J'espère que je n'en oublie pas, là. Alors, Fanny, je me sens très, très privilégiée de vous recevoir aujourd'hui et je suis très, très heureuse que vous ayez accepté l'invitation. Merci de l'invitation. Alors, je vais aller tout droit, vraiment droit au but, Fanny. Ma première question pour vous, c'est comment étaient vos vacances? Mes vacances étaient excellentes. J'étais en Auvergne, dans le centre de la France, dans les montagnes, et j'ai rien fait pendant 15 jours à part nager et marcher. C'était génial. Oh, ça c'est beau. Est-ce que c'est votre région d'origine ou c'est juste vraiment une région que vous appréciez particulièrement? C'était la région de mes grands-parents, mais j'y suis allée vraiment pour les vacances, quoi. Ok. Alors revenons un tout petit peu au livre parce que bon, c'est quand même un podcast littéraire, on va dire. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que souvent vos livres ont un petit peu, ça part d'un événement, d'un lieu ou d'une observation très précise. Je prends l'exemple de la question de l'urbanisme, du patrimoine et puis, of course, le profil serial killer. Donc, je me dis quelle est l'étincelle initiale qui se transforme en idée de roman pour vous? Comment est-ce que ça se construit, ce projet dans votre esprit-là? C'est pas facile de répondre. En fait, souvent, je sais pas que, en fait, je réfléchis pas pour avoir l'idée. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui à un moment me questionne. Donc, ça peut être un lieu effectivement, ou ça peut être un événement, et à partir de là, j'ai envie d'écrire dessus. Mais je peux pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va me poser question en fait. Donc, ça se passe vraiment dans cet ordre-là. C'est quelque chose dans le réel qui m'interroge et que je comprends en général pas très bien, et donc j'ai envie d'écrire et d'imaginer pour essayer de mieux comprendre en fait. Donc c'est plutôt dans cet ordre-là que ça se passe. Après, entre le moment où j'ai cette idée, donc c'est-à-dire où le réel me questionne sur quelque chose, et le moment où je commence le livre, il y a quand même toute une période où je me demande comment je vais aborder la question, parce que en fait, un roman, c'est parler de quelque chose, mais c'est en parler d'une certaine façon. Ça peut être un personnage qui parle, ou ça peut être un narrateur. Quel narrateur? Est-ce qu'il y a plusieurs points de vue, un seul, etc. Et donc ça, c'est une réflexion qui peut être ensuite assez longue pour trouver vraiment la bonne note, en fait, la bonne fréquence pour
pour parler de quelque chose. Et c'est quoi votre processus? Est-ce que, oui, vous avez plusieurs questionnements sur plusieurs choses, disons, puis, mettons, une dizaine, quinzaine de choses, puis au fil du temps, au fil du développement, le nombre de sujets diminue, ou alors vous avez une idée fixe dès le début, une seule idée, et puis c'est vraiment vous focalisez sur cette idée-là jusqu'à la fin. C'est plutôt ça, ouais. En fait, il y a quelque chose, par exemple, je prends le dernier roman que j'ai fait, Farouche. En fait, l'idée de départ, c'était de parler des sangliers qui viennent dans les espaces urbanisés par les humains. Et en fait, donc ça, c'était vraiment mon idée de départ. Mais sauf que une fois que j'ai commencé à travailler là-dessus, je me suis rendu compte que je pouvais parler de plein de choses à travers ça. Et qu'en fait, il y a plein de thèmes qui viennent. On dirait comme ça que c'est juste le sanglier qui vient dans le jardin, mais en fait, le sanglier qui vient dans le jardin des humains, bah, c'est le sauvage qui vient dans le domestiqué, c'est une autre espèce qui vient chez l'espèce humaine. Donc ça pose la question de la frontière, ça pose la question de comment on accueille ce qui est différent de soi, ça pose la question de pourquoi on a en fait urbanisé ou domestiqué des endroits qui étaient sauvages. Et voilà. Et finalement, ça permet de parler de questions environnementales, ça permet de parler de xénophobie, de désir de sécurité, qui est en France quelque chose qui fait beaucoup de gens. Donc, en fait, ça s'élargit au fur et à mesure, quoi. C'est Voilà. vraiment drôle. C'est vraiment. Donc, ça part juste d'un sanglier qui est arrivé dans le jardin et on arrive à tout ça. Là. C'est vraiment particulier. C'est drôle. Là, ouais. Mais en fait, je crois que c'est ça le roman, c'est-à-dire que c'est une histoire. Ça peut être une histoire très simple, mais en fait, on aime lire des romans pas pour l'histoire en tant que telle, mais pour ce qu'elle nous donne comme accès au reste, quoi. Et Mm, que sinon, on lit des essais, en fait. Si on lit des romans, mm. c'est plutôt pour avoir une histoire simple qui donne, voilà, comme une fenêtre sur d'autres choses. Et justement, comment est-ce que vous délimitez ces ramifications? Parce que, oui, à partir de cet événement anodin, on va dire, on peut aller presque partout. À quel moment vous dites, OK, bon, j'arrête à l'urbanisation ou bien j'arrête à, je sais pas moi, j'arrête ici, là. C'est juste ça que je couvre. Après, c'est aussi le roman qui va décider lui-même, parce que on peut pas. Un bon roman, c'est pas. Je crois que c'est pas un roman qui raconte tout, c'est un roman qui amène quelque part. Et le plus large il est, le mieux c'est. Mais en attendant, c'est quand même à un moment donné l'intrigue, les rapports entre les personnages, les événements qui ont lieu dans la fiction, qui vont limiter les choses, parce que sinon, effectivement, en fait, on peut raconter des choses qui se passent sur 10 ans, sur 20 ans. Et il y a des romans qui existent qui sont comme ça. Mais moi, ce que j'aime, c'est les histoires un peu ramassées et qui se tiennent. Donc, en fait, c'est aussi l'histoire. En fait, quand je finis un roman, il y a plein de passages que je coupe parce que je me rends compte que ça nuit au rythme, ça nuit à la compréhension de l'intrigue et en fait, je peux pas les garder. Et donc là, ça fait un tri. Cette fois, c'est le roman qui vient sélectionner ce qui l'intéresse. C'est quelque part, c'est que moi qui décide. Et d'où vous vient cette piqûre des lettres, de l'écriture? Bah, moi, j'ai toujours aimé lire hein, dès toute petite. Enfin, j'ai appris à lire même avant d'arriver au CP. J'avais tout de suite vraiment beaucoup de curiosité et d'appétit pour ça. Et puis après, très vite, j'ai commencé à écrire. J'avais une maîtresse d'école quand j'avais 8 ans qui nous avait fait écrire un roman collectif en classe. Et j'ai adoré. Wow! Ouais. Et 8 ans, c'est quoi? C'est CE2, je pense. c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Et donc elle avait fait venir un auteur Wow! un peu de détective, quoi, qui nous avait expliqué comment il travaillait. Et ensuite, on avait fait ça en classe. Et moi, j'avais adoré ce truc-là. Et à partir de là, c'était très clair pour moi que c'est ce que je voulais faire. Et puis après, j'ai cru que ça serait pas possible parce que bon, quand on grandit, évidemment, on se rend compte que c'est un choix qui est pas forcément simple. Mais finalement, bah, j'ai fait la fac de lettres et j'avais le temps d'écrire à côté des cours. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé un éditeur. Et puis, voilà. Wow. Et puis, on perçoit un tout petit peu, enfin un tout petit peu, un peu beaucoup, une grande rigueur dans la documentation et, de vos œuvres. Puis je me demandais, c'est quoi la place dans tout le processus d'écriture, c'est quoi la place de la recherche dans tout ça? Est-ce que je suppose que c'est la majorité, mais qu'est-ce que ça vous prend en temps? Bah, ça dépend un peu des projets. C'est-à-dire que si c'est Farouche, par exemple, je me suis documentée, j'ai lu des choses sur l'histoire de la côte méditerranéenne, mais quelque part, c'était pas grave si je disais des choses approximatives. Après, quand c'est vraiment un travail documentaire comme Delta ou le lotissement, là, bah, il est très important que le lecteur ou la lectrice puisse ensuite se saisir de ce que je dis et être sûr que je dis pas n'importe quoi, en fait, que je transmets vraiment de la connaissance. Et comme moi, comme je disais,
c'est toujours une interrogation qui m'amène à écrire. Bah, en fait, dans le cadre de cette interrogation, je lis, je cherche et je trouve des réponses et ça me plaît beaucoup. Donc effectivement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place, mais plutôt avant de commencer l'écriture. C'est plutôt d'abord un travail de lecture où je lis des ouvrages sur des questions. Et une fois que moi-même j'ai digéré ce que j'ai lu, en fait, ça ressort, ça peut ressortir dans mes livres. Mais oui, pour moi, c'est très important parce que si, je fais pas de la fantaisie, je fais quand même des livres qui sont toujours ancrés dans la réalité contemporaine. Donc, c'est très important pour moi de pas Ouais. parler seul et aussi de reconnaître. C'est pour ça que je le mets en fait dans les livres. Je pense que la plupart des auteurs et autrices en fait se documentent beaucoup, mais moi, ça me paraît très important de le dire et de citer les livres qui m'ont aidé parce que c'est comme ça que les livres existent aussi. C'est quand on Ouais. continue à les utiliser, à les citer, quoi. Et dites-moi en moyenne, entre le moment où l'interrogation jaillit dans votre esprit, puis le moment où le livre est publié, il se passe combien de temps en moyenne? La moyenne recouvre des grandes disparités parce que sur un roman, ça peut être très rapide. J'en ai fini un que j'ai commencé. J'ai dû mettre un an à l'écrire et là, il sort en janvier, donc ça fait en tout Hmm. 1 an et demi. Par les écrans du monde sur le 11 septembre, ça a duré 5 ans ou 6 ans parce qu'en fait, le temps que moi-même je comprenne tout ce qui s'était passé au moment des attentats du World Trade Center, il fallait que je lise tout ça et ensuite il fallait que j'invente une histoire qui permette de raconter tout ça, etc. Donc ça a été beaucoup plus long. Et après, il y a aussi le délai de l'éditeur parce que en fait, des Ouais. fois, les éditeurs, ils ont le temps tout de suite, ils ont de la place, et des fois, en fait, ils disent, bah non, il y a un an avant de pouvoir sortir un livre parce que le programme est plein, quoi. Donc c'est assez variable. Mais moi, je Ouais. préfère quand ça va assez vite. Mais il n'y a pas que moi qui choisis. Justement, vous parliez d'éditeur tout à l'heure et puis je me suis dit, ok, entre le moment où vous avez démarché un éditeur pour le premier livre et maintenant, vous avez dit vous avez fini un livre là tout de suite, Mm. avec tous les prix que vous avez reçus, comment ça a facilité le processus? Ça a beaucoup facilité le processus. Bah, au début, j'ai fait comme la plupart des gens, hein, c'est-à-dire que j'ai imprimé mon texte et je l'ai photocopié et je suis allée de maison d'édition en maison d'édition pour le donner parce que je voulais économiser les frais d'envoi postal. Parce qu'en fait, Hmm. ça coûte quand même cher. Et puis, j'avais que des noms, quoi. Je le donnais 10 fois et j'avais 10 réponses non. Et puis, j'ai fait ça au moins pour 2 livres. Et le troisième livre, en fait, j'avais commencé à faire des articles pour Livre Hebdo. Et donc, j'avais quand même un peu rencontré des éditeurs et des éditrices. Et là, du coup, j'avais pu l'envoyer directement à quelqu'un que j'avais déjà rencontré. Donc là, déjà, ça a été une première facilitation, quoi, on va dire, puisque j'envoyais plus au hasard à la maison en entier et j'envoyais directement à une éditrice. Mais ça a encore pas marché pour ce livre-là. Elle a pris que celui d'après. Et maintenant, bah, c'est sûr que là, le roman qui va sortir, c'est pas chez l'éditeur où j'étais pour le précédent. Et en fait, j'ai écrit à l'éditrice en lui disant que moi, j'aimerais éventuellement travailler avec elle. Et elle m'a répondu tout de suite, bah oui, je connais le travail, ça m'intéresse. Donc en fait, je ne suis plus débutante, quoi. Donc c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais justement, est-ce que ça influence aussi votre travail? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de pression parce que vous avez eu des prix? Est-ce que vous sentez que vous devez à chaque fois augmenter la qualité de ce que vous sortez comme livre? Ah, alors ça, je l'ai cru. Et en fait, effectivement, ça me mettait une pression et une angoisse très grande. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait pas, ça peut pas. Enfin, c'est pas logique de réfléchir comme ça parce que en tant que lecteur ou lectrice, quand on aime les livres d'un auteur, on se demande pas si il faut les lire dans l'ordre chronologique ou si, en fait, on prend ce qu'on trouve et puis on en lit un autre. Et puis il y en a qu'on aime bien, d'autres qu'on aime moins. Et en fait, moi, en plus, ce que j'écris d'un livre à l'autre, c'est très différent. C'est pas, il y a des auteurs qui sont très reconnaissables. Moi, je crois pas que ça soit le cas. Je change un peu de forme, etc. Donc en fait, les livres, ils trouvent leur chemin et ça sert à rien que moi je me mette la pression en me demandant si je vais être meilleure. D'autant que, en fait, ça se passe pas comme ça, ni dans l'économie du livre, ni dans la postérité. C'est-à-dire que mes livres, ils vont rester. Certains peut-être vont rester longtemps, d'autres vont rester pas longtemps. Certains vont être importants, peut-être comme je sais pas, par exemple Monique Wittig, elle a écrit, personne ne la lisait, et puis aujourd'hui elle est culte.
Et elle est plus là pour le voir. Donc ça, on peut pas savoir. C'est pas moi qui choisis. Et de l'autre côté, au quotidien, avec les éditeurs, il y a des choses très prosaïques qui entrent en ligne de compte. Il y a beaucoup d'attention sur les premiers livres parce qu'on cherche la nouvelle perle, la nouvelle révélation. Et puis après, il y a un espèce de creux parce que vous avez déjà fait votre premier livre, mais vous n'êtes pas encore vraiment confirmé. Et donc en fait, bon, vous recevez moins d'intérêt, etc. Donc ça non plus, c'est pas des choses que je peux mesurer. Moi, tout ce que je peux faire, en fait, c'est essayer de faire le mieux possible ce que je fais et me dire je fais mon travail sincèrement et je vais jusqu'au point où je sens que je suis au maximum de ce que je peux donner et que le livre est bon, quoi, aussi bon que je puisse le faire. Et moi, j'ai toujours envie de faire mieux, j'ai toujours l'impression que le prochain sera mieux parce que évidemment quand on commence et qu'il n'est pas là, il paraît formidable le livre. Puis après, une fois qu'on l'écrit, on se rend compte que c'est plus difficile. Mais j'ai arrêté de me mettre la pression sur une carrière ou une reconnaissance parce que ça viendra peut-être jamais ou peut-être demain. Et puis en fait, peut-être que si demain j'avais le prix Goncourt, en fait après j'aurais plus jamais aucun prix parce qu'une fois qu'on a eu le Goncourt, en général, on a plus. Exact. Donc voilà. Et rétrospectivement, selon vous, là, oublions les prix, selon vous, quelle est l'œuvre? Oh, c'est difficile. Souvent, les auteurs ne veulent pas répondre à cette question, mais quelle est pour vous l'œuvre la plus aboutie? Celle, allez, votre top 1 de tous Ça dépend. La plus aboutie en travail, la plus aboutie en reconnaissance, celle qui vous rend le plus fier. ce qui me rend le plus fier. Ah, c'est vraiment difficile comme Si vous question. recommanderiez un livre de vous à quelqu'un, ce serait lequel? Alors ça, justement, je change en fonction de qui me demande. Parce que il y a des gens c'est vrai, parce que en fait, quand je fais un livre sur la Camargue, assez documentaire, avec les enjeux écologiques, historiques, etc., ça intéresse pas forcément. Hmm. Tout le monde n'aime pas lire les mêmes choses, quoi. Et après, quand j'écris Farouche, qui est plus un roman un peu fantastique, ça peut plaire à des lecteurs qui aimeraient pas l'autre, etc. Donc, moi, quand je connais les gens, j'essaye de leur proposer, enfin de leur dire j'ai fait ça et ça et ça, prends ce qui te plaît parce que vraiment mes livres sont très différents parce que j'aime pas l'idée de faire toujours le même exercice. Moi, ce qui me plaît, c'est de changer. Le premier, c'était sur un serial killer, donc c'était un peu, ça s'inspirait un peu, on va dire, de l'univers du polar ou du roman noir. Après, je suis passée par Les Écrans du Monde, quelque part, c'est un roman historique, puisque c'est les événements de septembre 2001, donc aujourd'hui, c'est de l'histoire. Farouche, c'est fantastique. Là, le roman qui va sortir, ça sera plutôt un roman à nouveau proche du roman noir, mais un peu road movie, etc. J'essaye de changer, en fait. J'essaye de multiplier les approches et de rendre hommage à tous les styles que j'aime. Donc, c'est très difficile de dire. Après, je sens que je progresse. Donc, je pense que le roman qui va sortir est meilleur en termes de roman. L'histoire est mieux amenée, l'histoire est plus. Mais ça, c'est comme si j'étais dans l'artisanat. Évidemment, si je faisais des meubles, par exemple, mes meubles aujourd'hui seraient meilleurs que mes meubles il y a 10 ans, juste parce que la pratique aurait fait que. Effectivement. Donc, je sais pas. Après, je les aime un peu tous, mais les livres. Il y en a que je trouve un peu plus réussis que d'autres. Mais c'est vraiment impossible de répondre à cette question. Et pour le livre que vous êtes en train de sortir, est-ce que vous êtes déjà autorisé à en parler un tout petit peu ou c'est encore un peu secret? Est-ce Ouais, qu'on je peut peux en parler un peu. Après, il n'est pas encore imprimé là. Il sort en janvier, donc. Est-ce qu'on a une ébauche de titre? Alors ça, justement, c'est encore en débat. Donc pour le coup, c'est la seule question à laquelle je peux pas répondre parce que on doit décider d'ici la fin de la semaine avec l'éditrice. Donc je voudrais pas Ok. m'avancer. Mais Ok, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus donc, du contenu, de l'intrigue? Vous avez dit que c'est ouais. plus abouti en thème de roman. Alors en fait, c'est un livre qui est parti de faits divers qu'il y a eu plusieurs fois en France sur les 2 dernières années et qui ont fait un peu de bruit dans la presse, qui est le phénomène de ce qu'ils ont appelé les bébés tueurs à gages. Donc en fait, des très jeunes garçons, en général c'est des garçons, il y a quelques filles, mais des très jeunes garçons qui sont recrutés par des mafieux, par des trafiquants souvent, pour commettre des assassinats en fait ciblés. Et donc j'étais tombée sur une histoire comme ça et je me suis dit tiens c'est fou. Et alors évidemment, ensuite, moi, mon livre n'est pas un livre sur ce qui s'est réellement passé ou ce qui se passe réellement. C'est pas une chronique judiciaire, une chronique policière, mais je suis un peu partie de ça dans le sens où, en fait, le livre commence, donc c'est raconté par deux personnages qui sont un garçon et une fille qui ont 17 ans et qui sont en train de terminer leurs études. Donc, le garçon est en dernière année pour devenir électricien et son amoureuse, elle est plutôt dans les filières qui permettent de devenir aide-soignante ou infirmière. Et en fait, la jeune fille tombe enceinte et donc ils sont très contents d'accueillir le bébé.
Mais elle vit chez sa mère qui est pas trop d'accord avec l'idée qu'elle ait un copain. Et lui, il a pas du tout de famille. Donc en fait, lui commence à se dire, mais il faut que je trouve de l'argent, il faut que je trouve de l'argent pour accueillir le bébé, quoi, pour acheter une poussette. Et sur ce, il y a un de ses copains de classe qui lui dit, je suis tombé sur Snapchat sur une annonce. Il cherche quelqu'un pour conduire la voiture, toi tu sais conduire, et quelqu'un pour tirer, moi je sais tirer, on y va. Et donc ça part de là. Et après, je ne veux pas raconter toute l'histoire, mais la question Mm. c'est comment vont faire ces jeunes pour se tirer de ce pétrin, quoi. Voilà. Mm. Donc, mais après, c'est moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est d'imaginer en fait le point de vue qu'on peut avoir à 17 ans quand on tombe dans un monde si violent que celui qui est le nôtre aujourd'hui et qui est violent évidemment, qui est d'autant plus violent qu'on n'a pas de famille, qu'on est dans un milieu économique précaire et comment on fait pour se tirer de là et rester dans quelque chose de positif, quoi, et de faire de la place à l'amour, Ouais. à la naissance, etc. Voilà. Donc c'est plutôt un livre qui a de l'espoir en lui, je crois. C'est pas Donc, il y un. a de l'espoir. Ok. Enfin, là, je veux pas raconter comment ça se passe, mais pour moi, Mm. c'est important justement de ramener un peu d'espoir aussi là-dedans. Voilà. Et comment vous, comment vous nourrissez votre intuition, votre inspiration? Est-ce que vous abreuvez d'actualité ou vous laissez vraiment les événements venir à vous, les informations venir à Bah, de toute façon, dans le monde tel qu'il est, l'actualité, on l'apprend. Enfin, c'est très difficile en fait de ne pas savoir ce qui se vous, de passe. l'éviter? Oui. Voilà. Donc, c'est même presque un problème parce que on en prend tellement et ça provoque tellement d'émotions, quand même le plus souvent négatives, que après c'est difficile d'avoir de l'élan pour inventer quelque chose. Donc, je sais pas. En fait, encore une fois, des fois, il y a des choses qui m'intriguent et cette histoire-là, elle m'avait intriguée. Moi, j'enseigne depuis presque 15 ans. Donc les jeunes, je les connais bien. Je les connais pas. Je les connais comme on connaît quand on est prof, c'est-à-dire que Mhm. pas une connaissance intime et c'est pas des liens d'amitié, etc. Mais enfin, c'est quand même c'est pas un concept pour moi. C'est des gens incarnés, etc. Et pour qui j'ai beaucoup d'affection, parce que bon, évidemment, quand on enseigne, on a de l'affection pour ses élèves. Et en fait, je crois que ce qui m'a interpellée dans cette histoire, c'est à quel point les journalistes qui ont révélé ces affaires et ensuite qui ont commenté beaucoup tous ces faits divers, en fait, n'avaient aucune pitié en fait pour les enfants, parce que c'est des enfants, c'est des mineurs. Et donc c'était je ne sais pas quoi, l'ensauvagement de la jeunesse, il faudrait des réponses pénales plus fermes, il faudrait les mettre en prison, il faudrait supprimer les réseaux, enfin des trucs très d'autorité, sans jamais se mettre à la place de se dire mais qu'est-ce qui va pas en fait? Pourquoi des gamins de 17 ans se retrouvent avec une arme entre les mains et se disent que bah, ils n'ont pas le choix et qu'il va falloir qu'ils tirent. Mm. C'est quand même, je trouve qu'en tant qu'adulte, ça pose une question, quoi. Et donc, j'avais aussi envie de me mettre un petit peu à leur place, même si évidemment, c'est pas un livre réaliste et je me suis pas inspirée de Mhm. l'histoire, mais juste d'essayer de dire, bon, peut-être que c'est des mauvaises réponses parce que quand on est adolescent, on n'a pas toujours les bonnes réponses, hein. Mais c'est des fois des réponses qui sont apportées pour des choses encore une fois positives, qui sont apportées pour l'amour. Quand on lit les comptes rendus d'interrogatoire de ces jeunes garçons, il y en a beaucoup qui disent bah oui, mais moi je voulais aider ma mère parce qu'elle galère. En fait, des choses très mignonnes, quoi. Et c'est qui Mhm. les amènent à un endroit parce que le monde est tellement violent que c'est- Fanny, est-ce que vous écrivez pour élargir la perspective un tout petit peu des gens, pour qu'ils voient au-delà de l'apparence, pour qu'ils essayent de, comment on dit, de se mettre à la place des autres, ah non, non, de montrer un tout petit peu d'empathie? C'est quoi votre but derrière? Pourquoi est-ce que vous écrivez? bah, oui. Surtout sur ces sujets-là. Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup appris de choses en lisant des livres, en lisant des romans. J'ai énormément appris sur mon pays, mais aussi sur ce que peuvent ressentir les gens. Et effectivement, lire des romans, ça permet de se mettre à la place. En fait, on vit les émotions de d'autres gens, quoi. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, évidemment, comme je le vis, j'ai tendance à croire que ça fonctionne. C'est-à-dire que si je fais un livre et que des gens le lisent, ils pourront vivre à la place d'eux. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Après, encore une fois, je peux juste essayer de le faire bien. Et oui, en fait, je crois que la littérature, ça permet de parler du présent d'une façon plus ambiguë que ce qu'on trouve Mm. quand on ouvre le journal ou quand on écoute un débat politique, etc., qui sont des choses très bien, hein, par ailleurs,
où en fait tout le monde affirme. Et moi, ce que j'aime bien, c'est quand on nuance. Et j'aime bien qu'on puisse pas juger. Et c'est pour ça, encore une fois, c'est là le nouveau livre, mais comme les précédents, en fait, dans Farouche, c'est pareil. Les personnages, donc ils ont des sangliers qui viennent tout abîmer chez eux. Donc d'un côté, ils ont envie que les sangliers se barrent, et d'un autre côté, ils n'ont pas envie de mettre des murs parce que tous leurs voisins mettent des murs avec des caméras de surveillance, et eux, ils veulent pas faire ça. Et ils sont coincés dans des ambiguïtés. Et je trouve que être humain, c'est ça, et que quand on reconnaît que tout le monde est ambigu, à commencer par soi-même, bah, en fait, on est moins méchant, on juge les autres, en fait. On est moins sévère, on a plus de, bah oui, on pardonne plus facilement, quoi. Et que ça, peut-être, c'est aussi ce qui nous manque. Je sais pas comment c'est au Québec, l'ambiance, mais ici, c'est vraiment, tout le monde accuse quelqu'un d'autre qui serait soi-disant différent, alors qu'en fait, on n'est pas du tout différent. On vit dans le même pays, on est les mêmes gens, quoi. Et, Ouais, ouais. donc oui, j'aime bien l'idée que la littérature, elle puisse remettre un peu d'espace de doute, en fait. C'est du doute, c'est juste douter que l'autre est vraiment mauvais ou vraiment héroïque. Juste remettre un peu en doute ces trucs-là, quoi. Ouais. Et puis, une fois que le livre est publié, quel que soit le livre, c'est quoi votre relation avec les lecteurs? Est-ce que vous allez vers eux, vous lisez les critiques? Comment ça marche lorsque vous êtes dans les salons? Alors ça, c'est une bonne question. Bah, en général, quand je vais dans les salons, c'est quand il y a des rencontres. Donc en fait, il y a des tables rondes ou une interview, donc je parle sur une scène, quoi. Donc ça fait un premier temps de parole, mais qui est asymétrique. Après, pendant les signatures, ça dépend parce que c'est assez difficile. Déjà, il y a beaucoup de lecteurs qui sont très intimidés quand ils viennent, ou des lectrices d'ailleurs, qui viennent demander une signature et puis qui disent juste bah c'est pour Bulle ou truc, et ils disent pas un mot de plus, ils veulent pas déranger, enfin ils sont intimidés par. Mhm. Donc ça c'est une première chose. Et puis moi aussi, en fait c'est très difficile de. Enfin j'ai pas envie d'avoir l'impression de donner l'impression de racoler pour qu'on lise mes livres. J'ai pas envie de faire des caisses, quoi. Donc, je suis assez, je pense que je suis pas quelqu'un, même dans la vie, hein, je suis quelqu'un d'assez comment on dit, un peu timide, en fait. Enfin, c'est-à-dire que je peux parler et tout, mais de là à mettre de l'interpersonnel rapidement, c'est quand même assez difficile. Donc voilà, je sais pas trop, je saurais pas trop dire. Ce que je sais, c'est que plus la presse, bon évidemment c'est toujours bien pour le livre, mais quand c'est un lecteur ou une lectrice qui dit j'ai adoré ce livre, ça fait toujours beaucoup plus plaisir qu'un article, en fait. Même si l'article est élogieux, en fait, quand quelqu'un prend la Même peine. si c'est dans le monde? Ouais, bah, parce que c'est un critique, il est payé pour déjà Ouais. il est payé pour faire sa critique, et puis il est aussi spécialiste. Donc en fait, il va avoir un avis de spécialiste. Alors, le plaisir de lecture, c'est Mm. on peut lire 2 livres par an et adorer un livre, ou en lire 50 d'ailleurs. Mais ça, c'est vraiment tellement précieux, et on sent que ça vient du cœur et que c'est pas parce qu'il y a un système économique et médiatique autour, quoi. Ça, c'est vraiment c'est le plus encourageant. C'est ça qui donne envie de continuer, vraiment. Fanny, vous êtes une auteure reconnue, vous avez plusieurs prix. Si I don't know, un jeune auteur francophone français vient vers vous et il débute dans son rêve de devenir auteur, euh, c'est quoi les conseils que vous lui donneriez? D'abord, d'y croire, parce que c'est très difficile de croire. Et il faut, en fait, c'est la seule solution pour finir un livre. Et le deuxième conseil, c'est de finir le livre. Quand on commence, il faut finir. Et c'est très dur, mais en fait, un livre, il n'existe pas tant qu'il n'est pas terminé. Et non seulement il n'existe pas tant qu'il n'est pas terminé, mais il n'existe pas tant qu'on l'a pas fait lire. Donc il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout de son idée. Et même si on n'est pas sûr de soi, même si on sent que le résultat pourrait être amélioré, ça c'est pas grave, il faut le faire lire. Parce que c'est là que il n'y a pas d'œuvre. C'est comme si on prend un morceau de musique que personne n'entend, bah ça, c'est pas de la musique, ça n'existe pas. En littérature, c'est pareil. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que croire en soi et pas remettre en question à partir du moment où on a décidé, faut plus remettre en question. Faut écrire et aller jusqu'au point final et faire lire. Donc ça c'est déjà l'essentiel. Puis après, le seul conseil valable, c'est le travail, hein. Les gens qui disent il y a du talent, c'est du génie, c'est non. En fait, c'est du travail. C'est beaucoup de Mm. lecture et beaucoup de reprises, être humble et puis retravailler comme les sportifs, toutes les choses qui demandent un effort, hein. Mais je crois pas, en tout cas, je crois pas à ces histoires de génie ou de talent. Je crois que ça peut exister, mais en fait, ça existe une fois par siècle. Quand on regarde dans les siècles passés de combien de personnes on s'est souvenu, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y avait beaucoup plus de gens qui se prenaient pour des génies. C'est pas tant cette histoire de talent, c'est vraiment Ah ouais. croire en soi et travailler. Wow. Ok. Je dirais. Alors Fanny, on va passer à une
phase un tout petit peu plus ludique de l'entretien. On a des petits jeux sur quatrième de couverture. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer ce qu'on appelle le cadastre des mots. Donc D'accord. je vais vous donner une petite liste de mots, et puis vous allez me dire tout ce qui vous vient en tête par rapport à ces mots. Ça peut, C'est ne réfléchissez pas trop. Je vous donne un mot et puis ok. peu importe, oui, ce qui vous vient en tête. D'accord. Alors, je vais commencer. Empathie. Empathie, qu'est-ce qui me vient en tête? Que c'est en voie de disparition, je pense. Que on a tellement d'informations horribles qui nous viennent et qui nous viennent toujours à distance par écran interposé qu'en fait on n'arrive plus à être empathique parce que quand on se met à être empathique on devient fou. Parce qu'il y a tellement de Ouais, choses qui arrivent en même temps qu'on est obligé de se mettre des limites, on est obligé de ne pas regarder, etc. Et que du coup en fait on est en train de perdre en empathie. Et c'est paradoxal parce que je pense qu'on perd l'empathie pour des gens qui sont plus loin de nous. Et en même temps, pendant des générations, on a vécu sans savoir ce qui se passait loin de nous. Donc c'est assez étrange, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose que je trouve assez inquiétant. Que on est habitué en fait on est habitué aux mauvaises nouvelles, on est habitué à des chefs de guerre et à des tyrans qui martyrisent des peuples entiers, qui affament des enfants, et en fait, on est obligé de s'en protéger. On est obligé de se protéger de son exact. Sinon, c'est drainant, sinon effectivement. ça devient horrible. Et ça, c'est très effrayant. Et je ne sais pas quelle est la solution. Mémoire. Mémoire. Peut-être que c'est ce qui différencie les humains des autres animaux. Quoique je crois que les chiens ont de la mémoire. Hmm. On s'est rendu compte que les chiens avaient de la mémoire, enfin les animaux, les gros animaux comme les chiens ont de la mémoire. Mais en tout cas, je crois que c'est ce qui rend, enfin, c'est presque ce qui fait qu'on a une âme en fait. Enfin, c'est presque ce qui nourrit notre âme, c'est-à-dire que il y a en fait le passé continue à exister à l'intérieur de nous, le passé qu'on a vécu, et que finalement c'est ça qui donne l'éternité, qui donne l'immortalité. En fait, tout ça c'est parce que à l'intérieur de notre souvenir, par exemple les morts continuent de vivre à l'intérieur de nos souvenirs, donc en fait ils sont immortels. Et donc il y a quelque chose de vraiment quasiment divin en fait dans la mémoire, je pense, dans le souvenir en tout cas. Effectivement. Et même dans la mémoire collective aussi, effectivement. Ouais, bah ouais, forcément. Utopie. Utopie. Utopie, déjà, c'est un texte que j'aime beaucoup, le texte original qui s'appelle Utopie de Thomas More et qui est souvent peu connu parce qu'on se souvient du nom et on sait parfois que c'est Thomas More qui l'a écrit, mais quand on le lit, c'est assez intéressant parce que c'est pas seulement une sorte de conte, c'est aussi une critique très très forte. En fait, le texte commence par une critique, mais qui dure au moins 50 pages, de la politique anglaise et de la politique française au XVIe siècle. Et en fait, il s'énerve vraiment très fort sur sur les guerres menées par les rois d'Angleterre et de France et sur leur façon de traiter les pauvres, leur façon d'appauvrir les gens, etc. Donc il y a vraiment, en fait, dans l'utopie, quand on dit utopie, aujourd'hui on dirait que c'est l'inverse de la politique, alors qu'en fait, dans le modèle initial, l'utopie c'est un texte politique et c'est un texte polémique, critique. Et d'ailleurs, Hmm. Thomas More a été finalement condamné à mort par le roi d'Angleterre, ce qu'on oublie aussi assez souvent. Mais donc voilà, c'est un texte que j'aime bien et qui aurait du mérite à être plus lu, je pense, qui peut encore vraiment nous apporter beaucoup de choses. Et que je fais d'ailleurs souvent avec des élèves, et les élèves aiment beaucoup ce texte aussi. Donc, c'est quand même très drôle. Par exemple, toutes les maisons sont pareilles pour l'égalité, donc ça pose problème. C'est ambigu, la littérature est ambiguë, les gens n'ont pas envie d'habiter tous dans les mêmes maisons. En fait. Empreinte. 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 Ça m'évoque les sangliers, les petites traces de pas qu'on peut voir quand on est un peu en dehors des villes. Dès qu'il n'y a plus de béton, en fait, il y a beaucoup d'empreintes qui restent. Ça m'évoque aussi les peintures dans les grottes, les peintures Hmm. des hommes et femmes préhistoriques. J'ai lu d'ailleurs récemment un livre qui est assez beau sur ça, qui est un livre de Anne Lorker, qui est une autrice de polar, et qui a fait un livre qui se passe pendant la préhistoire et qui essaye d'expliquer pourquoi les humains ont posé leurs mains et qui invente, parce qu'en fait on ne peut que inventer ce qu'il voulait dire par là. C'est assez fou. Et en même temps, c'est les mêmes mains que nous. C'est exactement nos mains. Avant-dernier mot. Silence. Le silence, c'est le luxe absolu. Et en même temps, c'est très effrayant. Et c'est quand même un luxe absolu. De dormir dans le silence, par exemple.
quelque chose qui n'est pas donné partout ni à tout le monde. Et en même temps, être dans le silence, des fois ça fait peur, mais c'est là qu'on s'entend mieux aussi, quand on est dans le silence. Effectivement. Alors, pour finir, horizon. Horizon, quel beau mot. Quel beau mot. Déjà, c'est un des mots qui, au pluriel, est pas il devient féminin au pluriel, on dit de belles horizons. Oh, ça, je savais pas. Voilà, alors c'est un horizon, comme amour d'ailleurs, les amours. Ça, oui, je le savais, ouais. Et donc ça, c'est déjà une chose jolie. Et l'horizon, j'ai Et lu vous quelque regardez à l'horizon en même temps. C'est drôle. ouais, je suis dans un appartement assez haut, donc il y a une vue un peu dégagée, j'en profite. Et j'ai lu quelque chose récemment sur l'horizon et je sais plus ce que c'était, mais c'était quelque chose sur l'idée que l'horizon est toujours flou, mais que c'est peut-être même pour ça qu'il est important de le regarder. Parce qu'on le voit pas, en fait, et que on met C'est les beau, yeux sur ça. ce qu'on voit pas. Ouais, j'avais trouvé ça assez beau. Voilà. Fanny, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre rôle d'enseignante? Bah, ça a du sens. C'est un métier qui a du sens et c'est comme, enfin, c'est comme la parabole du semeur dans la Bible. C'est-à-dire qu'on jette à poignée des graines et on ne sait pas ce qui va pousser. Mais en tout cas, il faut jeter à poignée pour que ça pousse. Et ça, c'est Ouais. à la fois ce qui fait que ce métier est très fatigant. C'est vraiment un métier c'est le métier franchement, le plus fatigant que j'ai fait. Après, j'ai pas fait du bâtiment, des tâches de force, hein, mais c'est quand même un métier qui est vraiment très fatigant. Mais ouais, ce truc où déjà on crée un lien avec un groupe qui est complètement aléatoire. En fait, les élèves se sont pas choisis, on ne les choisit pas et ils ne choisissent pas leur prof. Donc en fait, on se retrouve dans une salle pour un an sans avoir décidé ça, quoi. Et en fait, ça crée un lien quand même, ça c'est beau. Et puis voilà, de temps en temps, on sent que il y a quelque chose il y a une fenêtre qui s'ouvre dans la tête des Mm. enfants. Ça c'est très beau, quoi. Après, bon, faut être humble, c'est pas, je sais, ça sert pas forcément à grand chose d'apprendre la littérature, etc. Mais apprendre sa langue, enfin, moi je suis prof de français, donc en fait c'est améliorer son rapport à sa propre langue, savoir mieux s'exprimer, savoir lire plus facilement et tout, c'est des choses qui sont extrêmement, évidemment, très importantes pour avoir ensuite une vie de citoyen ou citoyenne, Exact. si on veut, quoi. Donc, mais ouais, c'est ce truc d'ouvrir, de temps en temps, d'ouvrir un petit, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert quelque part. Ça, c'est magnifique. Et ça arrive souvent? Pas très souvent. Et en même temps, on ne sait pas. On peut pas savoir. Des fois, il y a des élèves qui viennent à la fin de l'année qui disent ah madame Mm. c'était formidable, j'oublierai jamais, etc. Mais la plupart ils disent au revoir madame, bonnes vacances. Et puis il n'y a pas de. Donc on ne sait jamais exactement ce qu'on a donné. Mais tout le monde a des souvenirs de profs ou d'instituts Ouais. qui ont tout changé, quoi. Et souvent on leur a jamais dit à ces gens, mais on s'en souvient encore. Et ça c'est quand même très fort, quoi. Ouais. C'est triste un peu quand on y pense, mais ouais, ouais, c'est vrai. C'est pas grave, c'est secret. C'est un grand secret. Ok. Fanny, l'entrevue tire à sa fin, mais j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que Ah. vous voudriez que ceux qui nous regardent ou ceux qui nous écoutent gardent de vous? Oh là là, c'est c'est pas facile. Bah, je sais pas, peut-être que c'est juste cette idée que, en tout cas moi, pour moi, l'idée la plus importante, c'est que la fiction, même si c'est faux, ça permet de comprendre le monde. Et qu'en fait, on peut chercher en imaginant. Que c'est pas parce que c'est de l'imaginaire qu'on n'apprend pas. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est qui est très dévalué parce qu'en plus, bon, comme il y a toutes ces histoires de complotisme, etc., en fait, dès que les choses ne sont pas affirmées, vérifiées, prouvées, c'est considéré comme sans aucune importance. Et je suis pas en train de dire que le complotisme a de l'importance, mais par contre, dans l'art, le fait de croire à des histoires fausses, des fois, c'est ce qui permet d'aller le plus loin et peut-être il faudrait essayer de garder plus de place pour ça, quoi. Pour imaginer des choses qui n'ont pas lieu, mais qui pourraient avoir lieu. Ouais. Et c'est beau. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Oui, merci, merci merci. à vous pour l'invitation.